Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 10 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone à retenir si vous souhaitez vous aussi participer et réagir à cette matinale, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, à nous informer également des potentiels ralentissements que vous rencontrez sur la route ce matin en allant au travail, en allant faire vos courses ou bien par exemple nous donner la météo qu'il fait du côté de chez vous. Et justement en parlant de météo, voici la carte des tendances de la journée. Vous le voyez, une nouvelle perturbation pluvieuse s'apprête à balayer la Vendée en ce mardi 10 février. C'est donc un ciel couvert et des pluies qui s'installent sur tout le département. Il fait doux une fois de plus au réveil aujourd'hui, de 9 à 10 degrés, d'est en ouest. Et vous allez le voir, le temps pluvieux se poursuit cet après-midi. Nous attendons une nouvelle fois entre 10 et 20 mm de pluie supplémentaires. Les nuages qui devraient cependant être poussés en fin de journée par un bon vent de sud-ouest atteignant 45 à 60 km/h. Allons jeter un coup d'œil au littoral et les horaires de marée qui pourraient vous intéresser si vous avez prévu d'aller par exemple à la pêche aux palourdes du côté du passage du Gois. Des coefficients qui sont relativement bas en ce début de semaine, 39 à 34 du côté de Beauvoir-sur-Mer, 40 à 34 pour la Tranche-sur-Mer. Une prochaine basse mer qui est prévue à 16h52 et 16h44 dans le courant de l'après-midi. Vous l'avez donc compris, la mer se retirera en cette moitié de journée. Vous avez peut-être prévu de prendre votre voiture, je vous le disais, pour vous rendre au travail, pour aller faire vos courses ou pour aller rendre visite à quelqu'un de votre famille. Voici les points chauds que vous pourriez rencontrer, les travaux que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin. Et direction la zone entre Compiègne et Saint-Christophe-du-Ligneron. Je vous le rappelle, ce pont sur la RD 754 qui est fermé à la circulation pour des raisons de sécurité, une chute partielle de sa voûte. Des travaux sont engagés d'urgence par le département depuis le lundi 2 février jusqu'à la fin du mois. Un autre secteur du côté d'Esnay, nous ne sommes pas loin d'ailleurs de Compiègne et de Saint-Christophe-du-Ligneron. Des travaux de remplacement de panneaux sur la 4 voies entre Esnay et La Roche-sur-Yon débutent cette semaine. Conséquence, des basculements de voies sont opérés. Et puis un message de la SNCF en ce début de journée. Le trafic est ralenti sur les axes ferroviaires entre Nantes et La Roche-sur-Yon, entre Nantes et les Sables-d'Olonne, en raison des inondations du côté d'un passage à niveau à Vertou. Les conducteurs sont donc forcés de ralentir sur les lignes. Nous vous invitons donc à être prudents, à prendre toutes les informations possibles sur les différents sites de la SNCF. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour et voici celle que nous vous proposons aujourd'hui en ce mardi 10 février. Elle est en lien directement avec un reportage que nous vous avons proposé hier dans nos différents journaux. Quel coin de pêche en Vendée conseilleriez-vous aux amateurs? Ces amateurs de pêche qui étaient invités à un grand rassemblement vide à boîte à pêche. C'était ce week-end du côté de Roche-Servière. Donnez donc nous vos indices et vos coins de pêche en Vendée que vous conseillerez aux amateurs. Des coins qui sont agréables pour sortir en famille ou pourquoi pas où nous sommes sûrs de pouvoir pêcher du poisson. Direction notre page Facebook ou le WhatsApp de la matinale pour nous donner toutes vos indications. Et en ce mardi 10 février, le soleil se lève à 8h17. Il est déjà levé normalement, même si vous ne l'apercevez pas encore derrière les nuages. Il se couchera ce soir à 18h21, ce qui veut dire que nous gagnons 3 minutes de soleil supplémentaire en ce mardi 10 février. Allez, il est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence
commence ce journal en ouvrant une page dédiée à l'engagement bénévole des jeunes Vendéens et des jeunes Vendéennes. Ils sont nombreux partout en Vendée à œuvrer pour le bien de leur association culturelle, sociale ou encore sportive. Un engagement récompensé depuis plusieurs années par le département sous forme d'une bourse allant de 300 à 800 € attribuée aux candidats qui rempliraient les critères d'investissement, de responsabilité ou encore de situation financière. À Nallier, le club de twirling bâton est à l'honneur puisque 4 de ces jeunes bénévoles ont été choisis cette année pour recevoir cette récompense. Simon Felipeau les a rencontrés. Lily, Manola, Héloïse et Marie sont toutes les 4 de jeunes bénévoles investis dans leur club de twirling et récompensés pour leur engagement par la bourse des jeunes bénévoles. Une véritable fierté pour le club qui espérait bien ce coup de pouce. On nous a donné l'information qu'on a passé à l'Assemblée Générale et chaque twirler qui voulait tenter sa chance, a rempli son dossier. Nous, on a mis un petit commentaire comme quoi, oui, effectivement, elles étaient bien bénévoles au Twirling Club Nallier. Elles ont envoyé leur dossier elles-mêmes. Les 4 jeunes filles accompagnent toute l'année les équipes enfants et adolescents durant plusieurs heures par semaine, en plus de leur propre entraînement. On crée la choré pour nos plus petites, du coup, qu'on entraîne. Donc on fait tout de A à Z, on choisit la musique, les mouvements qui vont être faits, l'artistique, etc. Et puis après, on leur apprend, on les entraîne à pouvoir faire toujours plus, toujours mieux. Et puis après, du coup, moi je fais aussi la communication à côté. La bourse des jeunes bénévoles leur permet de recevoir une aide entre 300 et 800 €, un soutien plus que bienvenu au moment de débuter leurs études après le bac. Je pense que ça fait une grosse motivation, surtout quand on arrive dans nos âges, tout ça, on a le bac, on a ce qu'on va faire plus tard, les études, tout ça. Donc c'est franchement un très bon coup de pouce, donc je pense que oui, ça peut beaucoup motiver. Ah oui, moi je suis très heureuse, je vais pouvoir économiser pour mes études supérieures. Ça me fait vraiment du bien d'avoir cet argent. J'aimerais faire un DNMAT, donc un diplôme national des métiers d'art, du design d'espace pour pouvoir faire architecte d'intérieur. Cette année, ce sont 112 jeunes de 17 à 25 ans qui ont été récompensés pour leur engagement bénévole auprès de leur club ou bien de différentes associations du département. Et depuis 2019, l'ensemble des lauréats de la bourse Jeunes Bénévoles Vendéens sont invités pour une soirée de remise des récompenses à l'hôtel du département. En 9 éditions, 772 jeunes Vendéens ont été récompensés. La Vendée qui peut compter sur près de 130 000 bénévoles sur son territoire. Il faut savoir qu'en Vendée, nous avons près de 14 000 associations et 150 000 bénévoles dans ces associations. Et la Vendée, qui évidemment a à cœur de les accompagner, a mis au point un plan Vendée double cœur pour aider les associations et évidemment tous ceux qui y participent. Et dans ces associations, beaucoup de jeunes. Et on a pensé en effet que pour la motivation de tous ces jeunes, on pouvait créer une bourse jeunes bénévoles. Et donc, dans ce cadre d'une bourse jeunes bénévoles, 4 jeunes filles de Nallier vont se voir remettre cette bourse jeunes bénévoles. Donc évidemment, nous sommes ravis de les accompagner puisque c'est sur le canton de Luçon que se trouve ce club de Nallier. C'est nous récompenser et nous pousser à aller encore plus loin dans le bénévolat puisque ça nous amène à avoir plein d'opportunités de manière professionnelle ou personnelle. C'est une super aventure personnelle et donc vraiment c'est top. C'est toujours important de s'engager, ça montre aussi des valeurs que l'on a, ça nous favorise, ça nous met en valeur. Ça va m'aider aussi pour Parcoursup, pour mes études. Moi je vais devenir professeur de PS, je vais aller en STAPS et du coup tout ce qui est bénévolat c'est favorisé. Je vois qu'il y a besoin d'aide dans notre club, j'aime aider et puis j'aime aussi montrer ma passion aux autres, aux plus jeunes, leur montrer que c'est un sport et que ça se partage. Direction l'île d'Elle désormais, dans cette exploitation agricole où son propriétaire a pu bénéficier de fonds européens pour acquérir un robot autonome équipé d'un panneau solaire facilitant les semis. Un projet financé donc à hauteur d'un tiers par la région Pays de la Loire, dont les fonds européens s'élèvent à 625 millions € sur la période de 2021 à 2027. Une enveloppe totale destinée à aider des projets dans différents domaines, comme cela peut être le cas dans l'agriculture. Donc c'est un robot qui sème et qui bine, il s'appelle le Farm Droid. Et donc il va aller semer nos graines, toutes nos graines potagères.
que ça soit carottes ou autre, à 95% on va dire. Vous avez des tas de secteurs, l'industrie, la transition énergétique, tous ceux qui sont amenés à faire des travaux, qu'il s'agisse de bâtiments tertiaires, qu'il s'agisse de bâtiments administratifs, vous pouvez obtenir des fonds européens. Donc les fonds européens sont fléchés sur des grandes thématiques et je vous le dis, aujourd'hui on est en train de réfléchir à Bruxelles au programme post-27. Il y aura toujours une partie agricole extrêmement importante, il y aura toujours une partie pour l'innovation. Nous souhaitons qu'il y ait toujours une partie qui soit confiée, dont la distribution reste confiée aux régions et ne soit pas distribuée par les États, surtout compte tenu de la situation financière des États, ça pourrait être un peu inquiétant. Et puis, malheureusement, la Commission européenne est obligée, avec l'accord des États, de flécher des fonds vers les industries de défense, compte tenu du contexte géopolitique. Et donc, il y a cette partie qui est un peu nouvelle, qui n'est pas très gaie, mais qui est absolument nécessaire. Et de l'agriculture à la pêche, il n'y a qu'un pas. La crevette rose de Saint-Gilles-Croix-de-Vie était à l'honneur récemment, car cette dernière vient de recevoir le label Site remarquable du goût. 28 ans après sa cousine, la sardine, également labellisée, la crevette rose vient donc faire briller une nouvelle fois la filière de la pêche en Vendée. Pour l'obtenir, déjà, il faut être à la source du produit, c'est-à-dire, là, pour nous, en ce qui est de la crevette, bien sûr, c'est la pêche, les caseilleurs, dans un site, justement, qui reste très local. Et après, la promotion de ce produit, c'est aussi de le mettre en valeur pour le mieux le faire connaître et aussi le répandre en disant, voilà, la crevette, c'est ça à Saint-Gilles, voilà comment on la pêche et c'est ce qui est authentique. Et en 2025, ce sont environ 25 tonnes de cet or rose qui ont été débarquées sur le port de Saint-Gilles, soit plus de 30% par rapport aux années précédentes. La crevette rose qui est pêchée essentiellement d'avril à décembre entre Bretignolles-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont. C'est pas toujours facile de la capturer parce qu'on est tributaire du temps. La crevette, il faut de la houle. Il faut que ça brasse en fait. C'est un métier, il faut que ça brasse. Si la mer est trop calme, la crevette elle va se cacher dans les rochers. Donc pour la capturer, c'est pas toujours facile. Donc ça peut varier entre une vingtaine de kilos, 15-20 kilos les petites journées. Et après, on peut monter jusqu'à 50, 60, jusqu'à une bonne centaine de kilos quand les journées sont abondantes. Comme cette année, c'était le cas, jusqu'à 150 kilos. Les touristes, quand ils viennent sur une destination touristique comme à Saint-Gilles, ils cherchent à connaître les produits locaux, les produits régionaux qui font l'identité, parce que derrière, il y a un savoir-faire, il y a la pêche, c'est un savoir-faire qui est ancré sur la destination. Et puis, la gastronomie, c'est quand même un vecteur très attirant pour une destination touristique. Donc en s'appuyant sur des denrées, des crustacés, des poissons, on assure aussi la notoriété de la destination. Et on termine ce journal en restant en bord de mer, direction Barbâtre, sur l'île de Noirmoutier, où les promeneurs peuvent depuis quelques jours croiser un nouvel équipement sur la plage des Boucholeurs. Il s'agit d'un bac à marée, fabriqué par des étudiants en menuiserie des herbiers. Cet outil permet de recenser et d'analyser les déchets qui s'échouent sur nos plages. Un exercice pédagogique pour les élèves, mais surtout une aide précieuse pour connaître la nature des déchets qui peuvent dériver en bord de mer. Reportage Anaïs et Scalona. Un dernier coup de visseuse, quelques ajustements et le tour est joué. Ce bac à marée, c'est l'aboutissement de 18 mois de travail pour ces apprentis menuisiers. Un projet d'étude concret, utile et bien plus stimulant qu'un simple exercice en atelier. C'est vrai que c'est un projet qui est plutôt spécifique. On ne s'attendait vraiment pas à faire ça au tout début de nos études. Et franchement, c'est plutôt bien, que ce soit pour l'écologie ou même pour apprendre la menuiserie, etc. À la base, moi je pensais que c'était juste un petit projet tranquille. Et vu ce qui se passe maintenant, c'est surprenant. Parce qu'avoir autant de caméras et autant de radios, ça fait bizarre. Pour le bureau d'études qui soutient l'initiative, l'enjeu est crucial, transformer chaque dépôt en données précises pour mieux comprendre la pollution de notre littoral. On n'a pas beaucoup de bases de données aujourd'hui en Vendée. Donc l'idée d'installer ces bacs-là, c'est pour récupérer de la base de données, pour savoir quel type
quelle typologie de déchets on trouve aujourd'hui sur le littoral vendéen pour savoir est-ce que ça vient de la pêche, combien de pourcents, est-ce que ça vient de l'ostréiculture, est-ce que ça vient du large, est-ce que ça vient des bateaux qui passent au large, est-ce que ça vient des bateaux de pêche, est-ce que ça vient des plaisanciers. Et il y a plein d'interrogations et ça nous permet après d'avoir de diffuser des messages pour faire de la prévention. Sur la plage des Bouches-au-Leur à Barbâtre, l'équipe peaufine les derniers détails, l'occasion de montrer l'exemple en ramassant les premiers débris ramenés par l'océan. Pour leurs professeurs, l'aventure ne doit pas s'arrêter là. Ça fait évoluer les mentalités, même dans leur pratique, l'usage du plastique et le réutilisation, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui les marque. Et puis là, on est là. Et pour eux, c'est important. On est sortis du lycée, on est sortis des herbiers, on est venu ici, on a pris le passage du Gois. Pour certains, c'est la première fois. Et l'idée, c'est peut-être pérenniser et de refaire, peut-être dans la prochaine promo, peut-être qu'ils referont un bac à marée. On verra aussi avec la classe qu'on aura. Mais oui, c'est un projet qu'on peut refaire. Au total, 7 bacs de ce type sont en cours d'installation à Barbâtre. Une fois remplis, direction la déchetterie pour que plus rien ne retourne à la mer. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous rappelle les conditions météorologiques du jour qui se dégradent avec les pluies qui s'intensifient au fur et à mesure de la journée. Certes, les températures restent douces, mais avec ce vent qui augmente en intensité, plusieurs vigilances jaunes sont déclenchées aujourd'hui par Météo France. Vigilance jaune au vent, aux orages, mais également aux crues. Alors attention à l'ensemble du réseau de rivières qui vous entoure, car quelques débordements pourraient être à prévoir aujourd'hui. Je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi au démantèlement du fileyeur Anna Santa Maria, qui, je vous le rappelle, s'est échoué en début d'année au Sables d'Olonne. Les étapes du démantèlement, ça commence par le navire est sur la côte. Donc il n'a rien à faire sur la côte, il représente un danger, il représente une pollution, il représente tout ça. Et donc il s'agit de l'enlever. Alors c'est une obligation du Code de l'environnement de remettre en état le milieu naturel, le milieu marin en l'occurrence. Et pour ce faire, donc l'État demande à l'armateur de l'enlever. Voilà. Et l'armateur ensuite se mobilise, et notamment via, ça s'est passé avec un appel d'offres à toutes les entreprises de démantèlement qui voulaient se proposer. Voilà. Ensuite, rapidement, ils ont sélectionné une entreprise. Alors, c'est pas une entreprise, c'est une entreprise qui, en plus, fait appel à des sous-traitants, etc., dont des sous-traitants locaux. Mais voilà. Et cette entreprise émet un plan d'action. Elle décrit toutes les opérations dans un gros document. Voilà. Donc ce vendredi dernier, on a eu une réunion de suivi où l'entreprise a présenté son plan d'action. Donc on l'a un peu challengé, on a essayé de voir, voilà, on a validé. Donc l'État a validé formellement ce plan d'action, émis quelques prescriptions aussi pour compléter, notamment sur les aspects anti-pollution, pour être certain que tout se passe de manière parfaite et contrôlée. Et ensuite, eh bien, ça y est, on arrive à ce moment-là où le démantèlement va commencer. Donc l'entreprise est en train de mobiliser ses équipes, ils arriveront demain normalement, et mercredi, dès la première marée disponible, eh bien, ça commencera. Pour l'État, et tout comme pour les riverains, la ville, etc., mais c'est l'État qui en est le garant, l'enjeu environnemental, c'est ça qui est le plus important. Et donc là, étant donné qu'il n'y a plus de produits polluants tels que du gazole à bord, tout a été pompé en urgence, ça a commencé dès les premières heures. Aujourd'hui, le risque de pollution posé par le navire, c'est un risque d'avoir des débris qui partent, qui se retrouvent à la côte, qui s'échouent, qui puissent être un danger. Puis ce sont des débris qui n'ont rien à faire, c'est pas le milieu naturel. Donc pour ça, au fur et à mesure que le bateau va être découpé, donc il va être découpé en commençant par l'avant, par une grosse machine de chantier, et les débris seront enlevés, enfin les morceaux de bateau seront enlevés, ils partiront dans une benne, etc. Et puis pour être traités, recyclés pour ce qui peut l'être, eh bien c'est que le bateau va être très fragile à ce moment-là. À chaque marée haute, il sera à nouveau soumis à l'action de la mer, et là il ne faudrait pas qu'il y ait des débris qui s'en aillent. Donc pour ça,
dans le plan d'action, il est prévu qu'il y ait des filets qui soient mis sur le navire dans toutes les zones où il y a des débris qui pourraient s'échapper, toutes les zones fragiles. Voilà. Il y a un enjeu aussi à faire ces travaux rapidement parce que pendant cette période, le navire va être de plus en plus fragile et donc le risque va aller croissant de ce point de vue-là. Et donc l'objectif, c'est de terminer le démantèlement avant la prochaine tempête, avant la prochaine grande marée. Et vous retrouvez tous les matins un nouveau Plus de l'info dans votre matinale. Je vous propose de passer à la chronique du jour. Au programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé consacrée aux assistants de régulation médicale, une mission essentielle garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une réponse rapide et adaptée aux besoins de santé de la population. Ce sont 45 ARM qui traitent chaque année plus de 450 000 appels et sont le point d'entrée du parcours de soins d'urgence. Quand l'appel il arrive, nous justement, c'est notre métier, c'est d'identifier, créer un dossier en fait informatique. Déjà avec l'adresse et l'identité, c'est le plus important. Et après, identifier l'urgence, le degré d'urgence en tout cas dans l'appel, et ainsi orienter vers, en salle de régulation, on a donc des médecins urgentistes d'un côté, et de l'autre côté des médecins généralistes. Et donc c'est notre métier de savoir sur quel médecin on va orienter l'appel. Et ensuite, lui, le médecin, fera son métier de médecin. On a des outils informatiques, mais c'est surtout au ressenti et aux questions de chacun de trouver les mots-clés qui peuvent nous orienter sur le bon médecin, en fait. Il existe une école qui est à Angers pour nous la plus proche. Donc c'est une école d'1 an, donc une formation d'1 an avec des stages et des cours. Pour nous, la plupart ici au SAMU 85, on n'est pas passé par cette école, on a été plutôt recrutés sur le CV et après formés en interne sur les logiciels et les procédures internes. Maintenant, donc, le diplôme est obligatoire pour exercer en salle de régulation partout en France. Donc l'école finalement envoie des personnes pour se déplacer dans les SAMU et revenir valider les gens sur poste avec leurs acquis et pour pouvoir acquérir ce diplôme, pour que tout le monde ait le diplôme pour pouvoir exercer. C'est vrai que j'ai quand même un côté où j'arrive très bien à me détacher de ça. Après, il faut pas, on a des pauses réglementaires, il ne faut pas hésiter à bien prendre ses pauses. Pour les appels un petit peu particuliers, on a aussi un suivi derrière, des appels un petit peu stressants ou un petit peu forts en émotion. On a un suivi derrière avec des infirmières et même après on a des médecins en régulation. On est assez proche des médecins, donc on peut facilement s'orienter vers eux derrière pour pouvoir discuter de certains appels. On a des questions, après, a priori, je dirais un petit peu type. On a un petit peu nos cheminements dans nos têtes avec des questions types pour en fait déceler les signes de gravité et une urgence vitale. Et à partir du moment où on détecte cette urgence vitale, on sait de quel côté on l'envoie, vers quel médecin on l'oriente. Et surtout, on peut aussi engager, nous, à notre niveau, les pompiers, l'équipe médicale d'urgence, l'hélicoptère qui est ici au SAMU. Voilà, c'est dans notre rôle aussi de l'engager dès l'appel, avant le questionnement du médecin. À notre niveau, on peut engager les secours sur cet appel. Et vous retrouvez bien évidemment tous les mardis une nouvelle chronique santé dans la matinale. Je vous propose désormais de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Effervescence que vous présente chaque semaine Catel Lejeune. Au programme de ce nouveau numéro, retour sur le festival de musique Ma Région Virtuose, zoom sur l'opération Les Petits Champions de la lecture ou encore un entretien à découvrir à la découverte des Barjots Dunkers. Ce nouveau numéro d'Effervescence est donc à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne.
Et nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. Et félicitations tout d'abord à Jean-Philippe de Saint-Martin-des-Tilleuls qui remporte le jeu de la matinale de la semaine dernière et le bon cadeau de 40 € offert par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Mais concentrons-nous sur cette semaine et à gagner dans le jeu de la matinale un panier garni de produits locaux offert par le casse-croûte vendéen. La question à laquelle vous devez répondre, la voici. Comment s'appellent les deux athlètes qui représentent la Vendée aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 en Italie? Jeux Olympiques qui, je rappelle, ont déjà débuté à Milan et à Cortina. L'indice d'hier vous indiquait que le prénom de ces deux athlètes n'a qu'une seule lettre de différence, donc un premier indice sémantique, un second indice sur le lieu de naissance de l'une de ces deux athlètes. Nous vous indiquons dans la matinale de ce mardi que l'une des deux athlètes qui représentent la Vendée aux Jeux Olympiques est née au Canada. Et vous avez donc jusqu'à vendredi pour répondre au jeu de la matinale. Direction notre site tvvendée.fr, rubrique Jeux, pour y déposer votre réponse. Et c'est ainsi que se termine cette matinale, votre petite musique quotidienne qui vous indique que nous allons nous quitter. Reprise de l'actualité à 12h30 avec le journal de la mi-journée. En ce qui me concerne, je vous retrouverai jeudi, car c'est Simon Filippo qui présentera la matinale demain dès 7h. En ce qui me concerne, je vous dis donc à très vite.